Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre pour ce troisième webinaire de la série Agriculture et changements globaux. Je m'appelle Aurélie Cohen, je travaille pour l'ACTA, qui est une association placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Cette association fédère un ensemble d'instituts techniques agricoles, dont Arvalis, qui anime le webinaire d'aujourd'hui, qui mène des travaux de recherche et d'innovation dans le milieu agricole pour accompagner les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques et notamment relever les défis liés aux changements globaux. Ce webinaire est enregistré. Nous vous mettrons à disposition le replay comme pour les deux précédents. Si vous avez des questions pendant les différentes interventions, n'hésitez pas à nous les poser dans la rubrique questions et réponses et nous y répondrons pendant les échanges. Je vais laisser la parole à Arnaud Briffon, responsable de la communication institutionnelle chez Arvalis, pour introduire ce webinaire qui a pour thématique la culture des céréales dans un contexte de changement climatique, plus particulièrement avec l'exemple de la gestion de l'eau. Oui, merci Aurélie. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je me présente, je m'appelle Arnaud Briffon, je suis responsable du pôle communication institutionnelle et relations publiques chez Arvalis. Je me permets de faire une petite parenthèse un peu perso parce que en fait je suis géographe moi de formation. Donc, j'étais d'autant plus content de participer ce matin et enfin ce midi, et comme quoi tous les chemins de la géographie mène à tous les chemins mènent à la communication, à l'agriculture, à l'enseignement. Donc, je vous encourage bien sûr à continuer dans cette voie. Donc, je vous présente Arvalis. Donc, Arvalis, c'est comme l'a dit Aurélie, c'est un institut technique agricole. C'est-à-dire que si je mets à part l'INRAE, qui est un très grand institut de recherche publique et qui fait aussi de la recherche fondamentale, Arvalis, c'est le plus grand institut technique agricole en France. Et le plus grand, pour quelle raison? Parce que on y reviendra, il travaille sur, enfin, les études et les recherches sont menées sur les grandes cultures, donc ça concerne un très grand nombre d'hectares sur le territoire national. Le plus grand aussi parce que il y a en France 26 sites, donc le siège est à Paris, mais il y a 26 sites à travers la France, à peu près dans toutes les régions, ce qui permet d'avoir un travail expérimental qui se fait sur différents territoires, donc ce qui inclut différents climats, différents terroirs, différents types de sols, et ça c'est très important parce que c'est des problématiques aussi que rencontrent les agriculteurs sur l'Hexagone. Et enfin, c'est aussi le plus grand institut de recherche appliquée parce qu'il compte pas moins de 450 collaboratrices et collaborateurs, dont la moitié d'ingénieurs, en priorité d'ingénieurs agronomes, et toujours donc le plus grand parce que il a, en ce qui concerne son budget, donc qui est porté majoritairement par les agriculteurs eux-mêmes et qui a un budget de recherche de près de 60 millions d'euros. Donc Arvalis, c'est un institut, comme je vous l'ai dit, qui réalise de la recherche sur les grandes cultures. Donc, les grandes cultures, ça inclut notamment les céréales à paille, le maïs et le sorgho. On reviendra sur le sujet des céréales dans quelques minutes. Mais la spécificité d'Arvalis, c'est qu'il travaille aussi sur d'autres grandes cultures qui représentent des enjeux très importants, qui sont la pomme de terre et le lin fibre, c'est-à-dire le lin qui permet de produire du textile. Et la raison pour laquelle on parle de recherche appliquée, c'est parce que c'est une recherche qui doit pouvoir être applicable et, dans la mesure évidemment du possible, être appliquée par les agriculteurs eux-mêmes au champ. Donc ça, c'est très important et ça fait vraiment partie de l'ADN de l'Institut. Et les références que produit Arvalis doivent permettre aussi d'amener en fait des données notamment au pouvoir public. Donc, ça peut être l'administration centrale, des élus, des parlementaires, à l'échelle européenne aussi, qui leur permet comme ça de prendre des décisions sur des politiques publiques qui concernent des sujets en priorité agricoles, mais aussi environnementales et économiques. Et je reviens sur le sujet de l'importance en fait de cette recherche qui doit pouvoir être applicable au champ, car c'est en priorité une recherche qui doit permettre aux agriculteurs d'améliorer les conditions de culture et évidemment aussi d'améliorer leurs conditions de travail
dans des conditions de rentabilité économique qui sont évidentes. Voilà, je vous ai fait un rapide topo sur l'Institut et sur ses missions. En ce qui concerne le programme aujourd'hui, donc on a la chance d'avoir 2 intervenantes qui sont Sophie Gendre, qui travaille donc pour Arvalis dans le sud de la France et qui est ingénieure recherche-développement sur les sujets de gestion de l'eau. Et on a aussi donc Céline Imard, qui est agricultrice dans le Tarn, notamment qui produit des céréales notamment. Et le programme là de cette heure qu'on va passer ensemble, c'est que d'abord on va parler donc de la filière des céréales en France. Ensuite, Sophie va prendre la parole pour vous parler de toutes les différentes les recherches qui sont menées pour optimiser l'usage de l'eau et notamment l'efficience de l'eau, c'est-à-dire comment à l'échelle d'une exploitation ou d'une parcelle, on peut produire plus avec autant d'eau et surtout dans le contexte actuel, on peut produire autant avec moins d'eau. Et enfin, Céline prendra la parole pour, elle, témoigner de son expérience d'agricultrice, donc vraiment pouvoir témoigner d'une expérience de terrain et des problématiques qu'elle peut rencontrer au quotidien. Et enfin, on finira idéalement avec un quart d'heure de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos réponses dans le chat. Voilà. Et en ce qui concerne la filière des céréales, je vais céder la parole à Céline, parce que Céline donc, est agricultrice en céréales, c'est donc un maillon très important de cette filière et on s'est dit que c'était la meilleure personne pour vous parler de ça aujourd'hui. Voilà, à toi Céline, merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'intervenir dans ce webinaire. Moi, je suis passée par une prépa littéraire, c'était il y a 22 ans, donc méfiez-vous, ça mène à tout, la prépa littéraire. Vous pouvez même finir agricultrice ou agriculteur. Je suis agricultrice dans le Tarn, je produis des céréales, donc je produis du blé dur, donc qui est le blé qui est destiné à la filière semoule et pâtes. Je produis aussi des oléoprotéagineux, donc je fais du colza, du tournesol. En céréales, je produis aussi du sorgho. Et peut-être une particularité voilà, que j'ai dans ma production, c'est que je suis multiplicatrice de semences. C'est-à-dire que j'ai une partie de mon assolement qui est en système irrigué et je produis en fait la semence qui va servir aux agriculteurs pour semer dans leur champ l'année d'après. Donc, en multiplication de semences, je fais du maïs, c'est-à-dire que je sélectionne les lignées parentales. Donc, je vais sélectionner les mâles et les femelles qui sont les lignées des parents qui seront les plus adaptées, les plus pertinentes pour être multipliées après par d'autres agriculteurs et ensuite semées et qui vont répondre notamment aux défis qui nous sont imposés par le changement climatique. Je multiplie aussi de la semence de luzerne, qui est une légumineuse. La luzerne, c'est une légumineuse qui a la particularité elle va stocker l'azote de l'air. Donc ça, c'est une plante, les légumineuses sont très intéressantes dans les rotations et je fais aussi de la multiplication de pois protéagineux. Voilà. Donc moi, je suis installée dans le Tarn, donc en système partiellement irrigué. Et donc intercéréales, je fais partie des agriculteurs qui sont élus dans l'interprofession. Je ne sais pas si tu peux passer la slide, Arnaud, les slides de présentation. Donc, la filière, l'interprofession, en fait, elle va représenter tous les acteurs de la filière. Vous avez en France des interprofessions pour le lait, l'interprofession pour la viande, vous avez différentes interprofessions. Et l'interprofession céréalière, elle va réunir en fait toutes les familles des producteurs, donc des producteurs de blé, des producteurs de maïs, de sorgho. On a 18 céréales produites en France. Ensuite, vous avez qui est représenté dans l'interpro le maillon de la collecte. Donc, c'est toutes les coopératives en fait, et les négoces qui vont collecter le blé, qui vont faire ce travail de l'allotir, de savoir par rapport à ses qualités en protéines, par rapport à ses qualités intrinsèques, vers quelle valorisation il va pouvoir aller. Ça, c'est un travail qui est très important, la collecte. Vous avez à peu près 500 collecteurs en France qui vont collecter de la céréale, qui sont répartis sur tous les territoires. Et ensuite, vous avez la première transformation. Donc, vous avez ici des exemples de toutes les valorisations des céréales en première transfo. Vous avez tout ce qui va servir à l'alimentation du bétail. Il y a aussi la partie pet food. Vous avez l'amènerie. Donc ça, c'est la traditionnelle filière blé, farine, pain. Alors, vous avez les amidonniers qui valorisent
quasiment 20% de la production de blé et de maïs en France. C'est énorme, les amidonniers, qui ne sont pas très connus, mais c'est eux en fait qui vont, ils vont avoir des usages, tout ce qui va être le papier, tout ce qui va être les couches pour les bébés. L'industrie pharma, en fait, consomme beaucoup de blé et de maïs transformés en amidon, par exemple, dans tout ce qui va être les gélules, les médicaments. Il y a de l'amidon parce que ça permet au corps humain de mieux assimiler les matières actives. Donc là, il y a des valorisations, voilà, dans tout ce qui est papier, industrie pharma, voilà, des choses qui font partie de notre quotidien, dentifrice, voilà. Vous avez ensuite les malteurs, donc ils vont utiliser les céréales pour faire de la bière. Les semouliers, donc c'est tout ce qui va être la partie pâte, la partie semoule, la partie couscous. Et ensuite, vous avez toute la partie export. Et ensuite, la deuxième transfo n'est pas incluse dans la filière, mais c'est aussi un maillon de la chaîne. Ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on est organisé en filière, tu peux passer Arnaud, parce que c'est ce qui permet de valoriser et de faire exister des territoires. L'agriculture, elle façonne les paysages, et derrière, s'il n'y avait pas la filière pour collecter, pour alloter, pour pouvoir transformer et pour pouvoir valoriser, ben on n'aurait pas toutes les valorisations alimentaires, non alimentaires, pharmaceutiques, énergie aussi, puisque ça sert à, on a le bioéthanol, on a voilà, beaucoup de choses qui sont faites à partir des céréales. Là, vous avez une liste des 18 céréales produites en France qui est assez exhaustive, qui est exhaustive, sachant que les céréales principalement cultivées chez nous, dans nos territoires français, sont le blé dur, le blé tendre, le maïs. Et puis après, vous avez le sorgho aussi, qui revient un petit peu en force dans le sud-ouest. Ensuite, vous avez des céréales un peu mineures en termes d'assolement, en termes d'hectares plantés, mais c'est pour vous montrer la diversité de ce qu'on produit dans nos territoires. Les céréales, c'est 50% de la surface arable cultivée en France, dont 9,3 millions d'hectares. C'est assez, il y a une emprise qui est assez forte, qui est assez pertinente. Et puis, on a ces valorisations derrière dont je vous parlais, en termes de filière, avec tous les OS, avec les entreprises de première transformation derrière. Et l'un n'est rien sans l'autre. C'est-à-dire que nous, les producteurs, les agriculteurs, si on n'a pas la filière derrière pour collecter, pour valoriser, pour transformer, pour commercialiser, on n'existe pas, et vice-versa. C'est quand même 444 000 emplois. Donc, vous avez ici une répartition un petit peu du nombre d'emplois, essentiellement les emplois dans les exploitations agricoles, donc le premier maillon de production, et sur la seconde transfo. N'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez, même si on aura un temps d'échange qui est prévu à cet effet en fin de presse. Là, je vous ai montré un petit peu deux cartes qui montrent quelques chiffres clés. On a des secteurs de niche qui sont des forts savoir-faire sur lesquels on est très présent. Par exemple, sur le maïs, je pense à la valorisation popcorn, on est le premier exportateur. Sur le bioéthanol français, on est un des grands fournisseurs de tous les bus qui roulent au bioéthanol, etc. Vous avez ici aussi qui sont représentés la partie de la filière blé-farine-pain avec les moulins, les boulangeries. On est fiers en tant que filière d'avoir eu le classement de la baguette française au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, vous avez un petit peu… et on est le premier producteur européen d'amidon. Ça, c'est très important aussi. C'est un savoir-faire en amidonnerie sur des secteurs très pointus qui requièrent des produits très tracés, de très grande qualité, comme ceux du secteur pharma dont je vous parlais tout à l'heure. La filière céréalière française est extrêmement reconnue pour la qualité de sa production que tout le monde un petit peu nous envie. Et on a la partie bière aussi qui est représentée, la filière avec les malteries et les brasseries. On est le premier pays brassicole de l'Union européenne. On a à peu près, on le verra sur la slide d'après, mais on peut faire un petit zoom sur la carte à l'export. On a 1 grain sur 2 qui est valorisé à l'export dans céréales. Pas tout à fait, mais presque 1 grain sur 2. Et c'est 1 grain sur 4, c'est à peu près 25% de la production céréalière qui est exportée hors Union européenne. On pourra en reparler aussi, et ça correspond à des enjeux de solidarité. Ce n'est pas juste la balance commerciale. Bien sûr, il y a la partie chiffres, on est dans un environnement commercial, on est dans un environnement compétitif, mais avec notamment les pays d'Afrique, en fait, ces céréales sont souvent vendues dans le cadre d'accords de coopération, où il y a tout un volet formation, accompagnement, construction d'outils dans les pays. C'est-à-dire que l'export traditionnel, il y a 20 ans, 30 ans, c'était je vends du grain, je vends de la farine, je vends du produit transformé. Maintenant, c'est plutôt, on fait des accords de coopération, on va vendre du grain, mais on a des accords de coopération avec les pays où on va les aider à construire des moulins, on va former le personnel pour savoir comment ils peuvent traiter le grain, comment le transformer. C'est de la vente de grain, mais qui se fait vraiment dans un contexte où on pense plus solidarité, on pense plus coopération et on pense plus échange entre les pays. Voilà, on peut continuer la presse. Bon.
Cette slide, elle est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en fait, elle paraît complexe, mais elle est assez simple. Vous avez sur la gauche, en fait, la production française, à peu près annuelle des céréales, donc près de 68 millions de tonnes par an. Vous voyez cette répartition dont je vous parlais. Tout ce qui est stocké à la ferme pour l'alimentation animale, pour reproduire sa propre semence de ferme, c'est à peu près 8 millions de tonnes sur les 68. Vous en avez à peu près 30 millions de tonnes qui est valorisé sur le marché intérieur. Et ensuite, vous avez le reste qui part à l'export. Sur le marché intérieur français, vous avez les deux petits cadres qui sont à côté en mode de couleur orange et jaune. Vous avez les utilisations intérieures. Donc, vous voyez, il y a 10% qui partent sur les biocarburants, 44% sur l'alimentation animale, à peu près 30% sur l'alimentation humaine. Et ensuite, d'autres usages amidon industriels ou autres. Et ensuite, sur la partie alimentation animale, vous avez une répartition de ce qui part sur la volaille, le porc, voilà. Et sur l'alimentation humaine, vous avez aussi une petite répartition de ce qui part sur le blé dur, entre les pâtes et le couscous, de ce qui part sur la bière, de ce qui part sur le pain. Voilà, ça vous montre un petit peu la diversité. Et l'idée de cette slide, qui est un peu tentaculaire, c'est de montrer à quel point on est présent sur les divers territoires et les divers usages, qu'ils soient alimentaires, énergétiques ou autres. Merci Céline pour cette présentation donc des céréales en France. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour que tu puisses nous apporter ton témoignage de terrain en tant qu'agricultrice. Et donc maintenant, je donne la parole à Sophie Gendre. Donc Sophie Gendre est ingénieure R&D sur les sujets de consommation, de gestion de l'eau plus exactement, dans le sud de la France, à Baziège, près de Toulouse, il me semble. N'est-ce pas, Sophie? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Donc, merci Arnaud de la présentation. Je suis basée dans le sud de la France, mais je travaille sur des questions de gestion de l'eau au niveau national. Alors, pourquoi on parle de gestion de l'eau et pas forcément d'irrigation? Tout simplement parce que la gestion de l'eau, et vous le verrez, c'est pour ça qu'on est dans ce webinaire-là sur l'adaptation de la culture des céréales dans un contexte de changement climatique, c'est que l'irrigation fait partie des leviers, mais il n'y a pas que ce levier pour travailler, pour optimiser justement l'usage de l'eau en agriculture. Il y a aussi l'usage de l'eau pluviale, de la pluie, savoir comment on arrive à optimiser au mieux l'eau qui tombe. Voilà. Bon, ben, je vais démarrer aussi. Ouais, j'avais peut-être, je peux dire un mot aussi de mon parcours. Alors moi, je suis pas passée par une prépa littéraire, mais je suis passée aussi par une prépa. Donc à l'époque, je pense qu'elles ont changé de nom maintenant, mais c'est les prépas bio Veto. Il y a quelques années de ça, et donc j'ai fait une école d'ingénieur agronome. Donc ce que tu présentais Arnaud tout à l'heure sur un peu la majorité des profils qu'il y a chez nous, Arvalis, voilà, je fais partie un peu de la majorité des profils Arvalis. Néanmoins, j'ai pas fait que... J'ai fait mon école d'ingénieur et puis après, j'ai travaillé dans plein d'endroits différents. J'ai notamment travaillé pour une structure qui s'appelle AVSF, qui s'appelait AVSF, qui s'appelle maintenant France Volontaire, où j'ai travaillé au Togo sur des questions agricoles mondiales. Voilà, donc ça peut permettre aussi de voir différents contextes et différents pays, ces études. Donc, c'est toujours assez intéressant. Du coup, Arnaud, si tu peux mettre la première slide. Alors, j'ai voulu démarrer juste sur une diapo pour dire, voilà, c'est quoi le cycle de l'eau sur une parcelle agricole. En gros, si je veux économiser de l'eau, demain, sur quoi je peux jouer. Donc, c'est ça que ce schéma représente. Donc, vous avez en bleu clair, là, il y a un truc qui s'appelle irrigation à gauche ou précipitation. Donc là, je peux jouer, en fait, je ne peux pas vraiment jouer sur les précipitations. Par contre, je peux jouer sur la manière dont elles vont rentrer dans mon sol. Et les irrigations, je peux jouer sur quand est-ce que je les amène, on va le voir après, mais sur tout ce qui touche à comment j'irrigue, quand est-ce que j'irrigue et comment je le fais au mieux. Et ensuite, ce qui est en bleu foncé, c'est plutôt le cycle et la dynamique de l'eau globale au sein de ma parcelle. Et donc, ce que je vais essayer indirectement d'influer pour permettre une meilleure efficience. Donc, j'ai commencé à le dire par la question des précipitations et de leur
et de leur infiltration dans le sol. Donc, vous avez la petite flèche d'infiltration. Donc, c'est notamment, enfin, il y a eu pas mal de discussions autour de ça, hein, de l'artificialisation des terres, avec les questions de, quand on artificialise les terres, l'eau, elle n'arrive plus à pénétrer dans le sol, et donc l'eau, elle ruisselle, donc c'est la flèche de gauche, et donc l'eau qui ruisselle, ça entraîne par zone, soit des inondations, soit de l'érosion, voilà, des phénomènes qu'on essaye au plus d'éviter, parce que la question du cycle de l'eau, là, moi, je vais parler de différents leviers pour améliorer l'efficience, mais il y a des questions de gérer l'absence d'eau ou gérer aussi l'excès d'eau. Parce que le changement climatique, c'est aussi ça, c'est potentiellement un dérèglement climatique avec des fortes précipitations en un temps restreint. Ensuite, on peut jouer sur donc, je reste toujours sur la partie de gauche de l'image, hein. Donc, ce qu'on appelle percolation, c'est de l'infiltration, mais à l'intérieur du sol, hein. Donc, c'est de l'infiltration, mais pas entre l'atmosphère et le sol, mais bien au sein du sol. Donc, c'est les mouvements de l'eau dans le sol. On peut jouer aussi, donc vous avez un petit drain dessiné sur des questions de drainage. Donc, il y a des agriculteurs qui ont des drains dans leurs parcelles, justement, pour écouler l'eau qui est en trop grande quantité dans ces parcelles-là. Et ensuite, au niveau de la plante, donc la plante, elle va absorber l'eau du sol. Donc, on va pouvoir jouer plus ou moins sur sa capacité à absorber l'eau du sol, et elle va transpirer cette eau. Et donc là, on va peut-être pouvoir jouer aussi sur comment on peut réussir à l'aider à plus ou moins transpirer. Puis après, il y a tous les différents types de plantes. Donc, vas-y Arnaud, sur la slide suivante. Donc, nous, aujourd'hui, Arvalis, sur quel levier on travaille et quel levier on a constaté sur lesquels on pouvait travailler pour optimiser l'usage de l'eau. Donc là, j'ai fait un gradient de levier sur la question de niveau de complexité. Donc, je l'ai mis à droite sur le niveau de complexité que l'agriculteur va rencontrer pour les mettre en œuvre. Donc, il y en a certains qui vont être spécifiques à une exploitation irriguée et d'autres qui vont être pour tous les types d'exploitation. Je ne l'ai pas dit, mais je pense qu'on n'a pas dit. L'irrigation en France, à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, ça représente 1,5 million d'hectares. C'est environ 5% de la surface agricole utile. Voilà, pour vous donner. Donc, ce n'est pas tous les agriculteurs qui sont irrigants, loin de là. Donc, on travaille aussi pour une agriculture non irrigante. Donc, le premier levier qu'on a cité, dont je ne vais pas parler dans cette présentation, c'est la question génétique. Donc, via la sélection variétale. Donc, un agriculteur, en fait, Céline présentait 18 espèces différentes dans les filières céréalières. Et en fait, pour une céréale, par exemple, on va prendre l'exemple du blé dur, il va y avoir plusieurs variétés. Ce sera toujours les mêmes blés durs, mais en fait, elles ne vont pas avoir la même elles vont pas lever à la même période, elles vont pas avoir les mêmes stades aux mêmes périodes, et donc et elles vont même pas forcément être tout à fait de la même manière. Donc elles vont avoir des fois des feuilles plus grandes, des fois des épis plus gros, différents. Et donc ça, c'est la question de sélection variétale. Donc l'agriculteur, il peut choisir une variété différente qui va être semée des fois plus tôt pour essayer peut-être d'éviter les questions de stress hydrique ou de mieux s'adapter à un contexte climatique. Ensuite, un autre levier, donc là, qui s'adresse aux questions aux exploitations irrigantes, ce qu'on appelle le pilotage de l'irrigation. Donc là, je vais y revenir dessus. Donc, j'ai une petite diapo, donc je ne vais pas rentrer dans le détail cette diapo. Ensuite, un autre levier qui est l'itinéraire technique. Donc, qu'est-ce qu'on appelle l'itinéraire technique? C'est, petite erreur sur l'assolement, c'est l'itinéraire technique, c'est tout ce qui touche sur une culture donnée, tout ce que va faire l'agriculteur depuis le semis jusqu'à la récolte pour mener à bien sa culture. Voilà. Ensuite, il y a le levier, donc je l'ai mis en niveau de complexité croissant, la question du matériel d'irrigation, parce que c'est des choses qui se réfléchissent beaucoup plus largement sur du pluriannuel. C'est des investissements qui sont extrêmement chers, extrêmement lourds, qui ont des conséquences pour l'agriculteur. Et en dernier lieu, j'ai mis le système de culture, donc tout ce qui est assolement type de culture, la façon de les produire. Et on verra voilà, qu'on a beaucoup de questions justement sur sur les questions de système de culture alternatif et comment je fais évoluer mon système de culture. Et ça, c'est un niveau de complexité extrêmement important.
Voilà, c'est des changements de ce qu'on appelle des changements de paradigme pour l'agriculteur qui sont très importants. On peut passer à la diapo suivante, Arnaud, s'il te plaît. Donc, le pilotage de l'irrigation, donc qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est quand j'ai la capacité d'irriguer, ce qui n'est pas le cas de tous les agriculteurs, mais quand j'ai la capacité d'irriguer, eh ben, il faut que je sache finalement quand est-ce que je vais irriguer et comment je vais le faire. Et en fait, cette diapo, c'est pour montrer donc le graphique. En gros, vous avez les années en abscisse, en ordonnée. Vous avez soit pour le vert, c'est le rendement. Donc là, c'est pas notre agriculteur, c'est une parcelle en fait qui est à Lyon en maïs. Donc, pour voir toujours la même parcelle qu'on a suivie de 2006 à 2015. Donc, vous avez le rendement qui, en fait, retenez, qui varie là entre 128 et 140 ou 149 quintaux par hectare. Et en bleu, vous avez la dose d'irrigation. Et c'est pour vous montrer que la dose d'irrigation, ben, pour avoir un rendement à peu près équivalent tous les ans, et ben, il y a des années, je vais avoir besoin de mettre que moins de 100 mm d'eau. Et il y a des années, je vais avoir besoin de mettre 310 mm d'eau. Et en fait, l'idée du pilotage, c'est vraiment d'adapter justement cette dose et de ne pas mettre tout le temps la même dose d'eau tous les ans et de pouvoir dire, ben voilà, je sais que compte tenu de ma date de semis, compte tenu de ma culture, compte tenu de mon itinéraire technique, j'ai besoin de mettre l'eau à ce moment-là et c'est à ce moment-là que la culture va l'utiliser. Et donc, c'est ça l'objectif du pilotage de l'irrigation. Et il existe plusieurs outils. Donc, Arnaud, si tu peux... Voilà, donc ça, c'est la photo, c'est un exemple d'un outil de pilotage de l'irrigation qui peut exister. Il en existe deux grands types. Donc le premier grand type, donc, qui n'est pas illustré là, c'est le bilan hydrique. Donc c'est de la modélisation, pour faire assez simple. Hein, on modélise, donc on n'a pas du tout de mesure au champ, quoi que ce soit. C'est sur un ordinateur, on rentre des données, on a une appli qui nous permet ensuite, qui permet à l'agriculteur de dire ah ben là, c'est le moment d'irriguer, il n'y a plus d'eau dans le sol, la plante en a besoin, c'est le moment où il faut aller déclencher son irrigation. Et ensuite, on a les outils de mesure de l'état hydrique des sols. Donc là, c'est la photo qu'il y a juste à côté. C'est un exemple c'est une sonde, hein, une sonde tensiométrique pour vous dire le nom de la sonde. C'est en fait une sonde qu'on met dans le sol qui va mesurer l'état de l'eau dans le sol et qui va nous dire il y a de l'eau dans le sol ou il n'y a pas d'eau dans le sol. Et ensuite, c'est ça qui va nous dire s'il n'y a plus d'eau dans le sol et qu'on sait que la plante a besoin d'eau à ce moment-là, c'est le moment où il va falloir déclencher. Et ça, c'est important, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu, enfin en tout cas en grande culture, on n'a pas trop de capteurs de mesure de l'état hydrique de la plante. Donc en fait, je peux voir sur la plante en fait qu'elle est en stress, mais une fois que je le vois sur la plante qu'elle est en stress, c'est trop tard généralement pour piloter en irrigation. On a déjà de la perte de rendement. Donc quand les feuilles elles commencent à s'enrouler sur elles-mêmes, c'est des marqueurs de stress hydrique, mais ce ne sont pas forcément des marqueurs pour savoir quand est-ce qu'il faut piloter l'irrigation parce que c'est trop tard quand on le voit. Voilà, donc on travaille à développer ce type d'outils de pilotage de l'irrigation. Diapo suivante. Donc, un autre levier, c'est le levier du matériel d'irrigation. Donc, on a échangé par rapport au niveau de complexité, mais c'est pas grave. Donc, le levier matériel d'irrigation, il y a différentes manières d'apporter l'eau dans la parcelle. Il y a très, très longtemps, on ouvrait les vannes. Alors, ça existe encore un peu. Hein, enfin, on le voit notamment dans les rizières. Voilà. On ouvre les vannes, on inonde, et puis c'est ce qu'on appelle l'irrigation par submersion. Mais aujourd'hui, en France, on utilise à 95, voire 99% dans les parcelles des agriculteurs des systèmes d'irrigation sous pression, donc qui sont là. Vous avez le plus utilisé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le canon enrouleur, donc c'est celui de gauche, qui permet d'apporter l'eau. En fait, alors une des plus-values de ce matériel, c'est qu'on peut le déplacer. Donc pour l'agriculteur, c'est pratique parce qu'il peut ne pas irriguer tous les ans la même parcelle et puis il peut irriguer plusieurs parcelles différentes une année donnée.
Et ensuite, donc oui, je ne l'ai pas dit, mais ce qu'il y a en dessous, en fait, l'objectif, là, c'est de regarder les différents matériels et de regarder quelles innovations pour réduire ce qu'on appelle les pertes par évaporation ou par dérive. Évaporation, c'est le fait que ça s'évapore dans l'air, en fait. Et par dérive, la dérive, ce qu'on appelle, c'est le vent, la dérive du haut vent. Parce qu'en fait, on a des grosses difficultés en irrigation, c'est quand il y a beaucoup de vent, généralement, on est obligé d'arrêter d'irriguer pour éviter d'avoir l'eau qui part sur le côté, quoi. Donc, les différentes machines, voilà, je vous présentais. Donc, le canon enrouleur, quand je parle d'efficacité de l'application, c'est de dire, j'ai une bonne répartition. Donc, quand je demande une dose d'eau, je lui dis, je veux qu'il y ait 30 millimètres sur une surface donnée. Et ensuite, on va regarder si finalement, il arrive bien à mettre ces 30 millimètres sur la bonne surface et qu'il y a toutes les cultures qui ont bien reçu l'eau dont elles avaient besoin. Et donc, le canon enrouleur, c'est le plus utilisé. Je crois que c'est 60% voilà, du matériel d'irrigation en France sur les grandes cultures. C'est une efficacité d'application entre 80 et 95%. Donc, s'il y a un peu de vent, il est quand même assez sensible au vent. Et ça a une qualité de répartition qui est acceptable aujourd'hui, mais qui n'est pas la meilleure répartition sur le marché. L'autre système que vous devez voir dans les parcelles, c'est les pivots ou les rampes d'irrigation, qui ont des très bonnes efficacités d'application et une très bonne répartition de l'eau. Un autre matériel, je ne vais pas en parler parce qu'il est plutôt vieillissant, mais c'est la couverture intégrale qui a une efficacité d'application qui est proche du canon enrouleur. Et le quatrième, c'est le goutte à goutte, mais qui est aujourd'hui très très peu utilisé en grande culture. Alors, on pourra y revenir dans les questions sur le pourquoi le goutte à goutte est très peu utilisé en grande culture et pourquoi c'est le canon enrouleur. Mais voilà, c'est là, je parle au niveau de l'eau. Mais la question, elle est bien plus large que l'eau. Quand on choisit un matériel d'irrigation, il y a aussi des questions de contraintes de matériel ou de contraintes de parcelles. Ensuite, un levier sur lequel je ne m'étendrai pas beaucoup, mais c'est ce qu'on appelle l'itinéraire technique. C'est l'idée, on travaille sur ça, c'est l'idée de dire comment je fais si je veux essayer de semer plus tôt pour essayer d'éviter les stress hydriques. Donc, je peux semer plus tôt avec des différents types de variétés. Donc là, j'essaye d'adapter mon itinéraire technique. Tu peux passer à la dia suivante. Et un autre levier, donc deux autres leviers, parce que je vois le temps passer, hein, c'est pour ça que je reviendrai s'il y a des questions, mais sur la question d'évolution de l'assolement. Donc, on travaille pas mal sur ces questions-là. Donc, l'assolement, c'est l'idée, c'est les différentes cultures. Voilà, par exemple, Céline, elle a présenté son assolement. Au début, elle a présenté les cultures qu'elle faisait au sein de son exploitation agricole. Et en fait, aujourd'hui, il y a de grandes questions pour les agriculteurs de dire demain, voilà, aujourd'hui, j'ai un assolement tel qu'il est actuellement. Est-ce que demain, mon assolement va être résilient face au changement climatique? Qu'est-ce que je dois, comment je peux faire évoluer mon assolement dans tout ce qui est contraintes liées à mon territoire et à mes filières? Et donc, on a développé un outil en partenariat avec INRAE, avec Terrinovia, qui s'appelle Azale. Donc, c'est des outils qui nous permettent de comparer des différents scénarios d'assolement sur les scénarios climatiques du GIEC et sur des scénarios climatiques réels avec des indicateurs économiques et qui permettent à l'agriculteur de se situer sur des évolutions de marge, sur un futur probable et pour savoir quel risque il pourrait prendre vis-à-vis de l'eau. Je dis bien vis-à-vis de l'eau et pas vis-à-vis de tout le reste, le reste du contexte qui est quand même assez lourd. Mais vis-à-vis de l'eau, voilà quel risque peut être pris et quel danger en fonction des différentes cultures il peut y avoir sur les scénarios climatiques demain. Et ensuite, le dernier levier, mais non des moindres, celui sur lequel on a de plus en plus de questions, c'est la question des effets des pratiques qu'on appelle agroécologiques sur le cycle de l'eau. Et donc, on a de plus en plus d'agriculteurs qui nous demandent, aujourd'hui, on entend parler d'agroforesterie, donc le fait de mettre les arbres dans la parcelle. On parle d'agriculture de conservation des sols, donc c'est l'agriculture où on ne travaille plus le sol, on couvre tout le temps le sol avec des couverts, on met plein de nouvelles cultures. Et la question, c'est est-ce que ces systèmes, ils permettent vraiment d'avoir plus d'eau dans le sol
comment elle évolue dans le temps, cette eau dans mon sol. Est-ce que j'arrive à avoir une meilleure infiltration? Est-ce que j'arrive à baisser mon ruissellement? Est-ce que j'arrive à améliorer ma qualité de l'eau ou est-ce que je la dégrade à l'échelle de mon exploitation? Mais demain, c'est aussi, on a pas mal de questions hein, des agences de l'eau, par exemple, à l'échelle du territoire. Est-ce qu'elle est faite à l'échelle du territoire? Si j'ai 5, 10 ou 15% des agriculteurs qui passent à cette agriculture, quelle résilience face au changement climatique? Et donc ça, tous ces travaux-là sont menés sur les systèmes, mais c'est des travaux qui sont de longue haleine et qui sont complexes à mener, parce qu'il y a aussi tout ce qui est phase de transition et phase d'adaptation pour les agriculteurs. Donc voilà donc les travaux qu'on peut mener sur ces questions. Et ma diapo de synthèse, elle était plutôt sur vous donner un ordre de grandeur sur les enjeux techniques en grande culture autour de ces différents leviers. Donc, il y en a certains que je n'ai pas chiffrés, hein, parce que la question génétique, elle est plus sur du très long terme d'adaptation des plantes au changement climatique. Par contre, la question de la variété choisie, c'est plus sur des questions de précocité en lien avec l'itinéraire technique. Sur le pilotage, on estime que piloter son irrigation, ça peut permettre d'économiser, selon les agriculteurs, entre 0 et 30% d'économie d'eau. Donc, ça dépend vraiment de la question de base, c'est-à-dire de comment est gérée à la base l'irrigation. L'assolement, on pense que c'est plutôt des résultats qui sont très variables, hein, parce que l'assolement, on ne va pas se dire demain, souvent ce qu'on nous tord que c'est impossible hein, de se dire, bon, le maïs, on arrête le maïs, on passe tout au sorgho, parce que, déjà, le sorgho n'est pas forcément plus résilient, on pourra y revenir dans les questions, mais plus résilient vis-à-vis de l'eau que le maïs. Et ensuite, il y a toute la question de filière et de marge et de questions de débouchés hein, face à ces cultures-là. Matériel d'irrigation, donc il y a un livrable, un rapport hein, qui a été géré et organisé par l'INRAE en 2017, remis à jour en 2020, dans lequel on a participé, qui estime que faire un renouvellement de son matériel d'irrigation ou de changer de type de matériel d'irrigation, ça fait économiser entre 5 à 20% d'économie d'eau. Et les systèmes, ce que je vous disais, c'est aujourd'hui, c'est en cours d'étude, mais on n'a pas de chiffre d'enjeu global d'économie d'eau sur ces systèmes. Et en petite attention, c'est que tout ne se cumule pas. Et donc, ça ne veut pas dire que si je pilote et que je mets mon matériel, je vais économiser la moitié de mon eau demain. C'est plus complexe que ça. Voilà. Merci Sophie, c'était très intéressant. Il y a quelques questions, j'en viendrai peut-être, mais qui justement sur le fait de savoir si ces leviers sont cumulables et aussi ce qui concerne les rendements, c'est le cumul entre ces leviers qui concernent la gestion de l'eau et aussi ceux qui concernent la gestion des intrants, mais on reviendra à ça en fin de séance. Je vais laisser la parole à Céline. Et je me permets, Céline, il y a une question peut-être ça sera l'occasion d'y répondre, là, qui vient d'arriver. C'est de savoir, est-ce qu'il est facile de modifier son assolement et y a-t-il des réglementations? Alors, Voilà. j'ai vu les questions dans le chat, il y en a 2, 3, 4, même 5 qui sont hyper intéressantes et dont je vais commencer maintenant. Ça permettra d'ouvrir la discussion, puis d'illustrer avec mes réponses, en tout cas mon expérience de terrain, qui est la mienne. Il y a des questions par rapport aux intrants. Je trouve très intéressantes parce qu'on dit, est-ce qu'on prend en compte… Là, on parle de l'eau, mais en fait, quand on parle que de l'eau, on raisonne en silo. Et ce qui est très intéressant, enfin, nous, dans nos pratiques, quand on raisonne un assolement, quand on raisonne l'irrigation, on ne raisonne pas en silo. On va raisonner, bien sûr, en termes d'usage de l'eau, on va raisonner en termes de viabilité économique, on va raisonner donc, du coup, en termes d'intrants, et on va raisonner de manière globale. L'eau peut permettre, effectivement, de réduire l'usage des intrants, mais ça se raisonne à l'échelle de plusieurs cultures. Si je prends l'exemple du maïs, pourquoi je prends l'exemple du maïs? Parce que j'en fais, mais parce que c'est une culture qui est très décriée, qui est devenue un symbole un peu que les ONG ont pris et repris, et beaucoup repris de l'agriculture soi-disant intensive. Et donc, l'image, on parle maïs et on se dit, waouh, il y a des grands champs, on les arrose en plein été et les agriculteurs, ce qu'ils font, c'est pas bien. Et bien, le maïs, c'est en fait une plante qui a besoin de beaucoup d'eau à un moment qui est très précis, qui est le moment de sa floraison. Donc, on a, nous, agriculteurs, des stratégies d'évitement, dont parlait Sophie. On va essayer, par exemple, de semer des variétés plus précoces ou de semer plus tôt pour qu'au moment où on sait que le maïs va avoir sa période de floraison, il ne soit pas exposé à la sécheresse. Reste qu'il a besoin de beaucoup d'eau sur cette période-là. Mais en termes de matière sèche, c'est-à-dire si on prend l'eau en termes d'intrants et qu'on regarde comment elle est valorisée par le maïs, c'est-à-dire au kilo de matière sèche produit, un maïs va consommer moins d'eau, par exemple, qu'un tournesol.
ou qu'une autre céréale. Elle est en fait hyper économe en eau. Mais quand on irrigue, ça se voit. Et c'est en plein moment, en juillet, où on a le contexte des restrictions d'usage. Mais le maïs est aussi la plante qui a le plus faible IFT. Alors, IFT, c'est un jargon qui n'est pas très sympa quand on n'est pas du milieu agricole. C'est l'indice de fréquence de traitement. C'est-à-dire que le maïs est la plante, que ce soit en bio, en conventionnel, en raisonné, en label, en HVE, en tout ce que vous voulez, qui nécessite le moins de produits phytosanitaires, que ce soit en bio ou en conventionnel. C'est aussi la plante où la recherche, et là, voilà, bravo les instituts techniques, bravo Arvalis, a développé des méthodes de lutte intégrées, par exemple contre la pyrale et la sésamie, qui sont deux prédateurs extrêmement nocifs parce qu'ils vont pondre des œufs à l'intérieur et ils vont en fait bouffer la plante de l'intérieur. Et en fait, on a développé une méthode de trichogramme, qui sont des abeilles, enfin des œufs de larves qu'on va positionner à la main tous les 14 mètres sur les maïs et en fait qui vont protéger, ce sont des méthodes de biocontrôle qui vont protéger le maïs contre la pyrale et la sésamie. Voilà. Donc tout ça se raisonne, il ne faut pas raisonner en silo. Il faut aussi voir ce que ça donne en termes de biodiversité, en termes de protection des sols, en termes d'utilisation de l'eau, d'utilisation des phytos. C'est très important de raisonner et de stockage du carbone. Puisque si je continue sur mon filigrane sur l'exemple du maïs, le maïs est la plante qui va stocker le plus de carbone, qui va d'abord le capter, parce qu'il y a par le mécanisme de la photosynthèse, elle va pouvoir capter ce carbone et qui va permettre ensuite les céréales vont pouvoir permettre ensuite de stocker le carbone dans les sols. Donc, il faut raisonner de manière globale sur tous les aspects économiques et environnementaux. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais il ne faut pas raisonner en silo. On avait une question qui est extrêmement pertinente. Alors, je ne sais pas sur l'autonomie protéique, si c'est un sujet que tu veux aborder à la fin, Arnaud, mais moi, j'aimerais bien l'aborder. Sur l'assolement, puisqu'on continue un peu sur ce fait de ne pas parler en silo. Alors, modifier son assolement, c'est facile, oui et non. Oui, parce qu'on est des agriculteurs où on est libre de nos choix. On a beaucoup de variétés de céréales, d'oléoprotéagineux à notre disposition. Donc, on peut se dire qu'on a le choix et puis on va planter, semer ce qu'on veut. Mais ce n'est pas si simple parce qu'effectivement, derrière, il faut qu'on puisse valoriser en fait, notre production. Donc, si on n'a pas sur notre territoire, des organismes de collecte, des organismes de transformation qui vont pouvoir valoriser nos céréales, on ne peut pas inventer une filière du jour au lendemain. Enfin, moi, je peux décider dans mon coin de produire du lin, du kia, de l'épeautre, voilà, ou n'importe quoi. Mais si je n'ai personne à qui la vendre et personne qui me permet de la valoriser et de vivre de ma production, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut raisonner de manière collective et de manière filière. Ça, c'est très important. Et il y a des réglementations sur les assolements. C'est-à-dire que parmi les nombreuses mesures qui conditionnent l'obtention des aides à la PAC, on a la conditionnalité, les obligations de rotation, où on doit avoir plusieurs cultures. La culture principale ne peut pas dépasser plus d'un certain pourcentage, donc c'est déjà encadré. Et il y a aussi les couverts qui peuvent entrer en ligne de compte, etc. Donc, c'est facile, oui et non. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur ça ou si je peux peut-être témoigner sur la partie protéines. Je regarde, jette un coup d'œil aux questions. Alors, les OGM. Ça, on peut en parler. On peut en parler par rapport à l'autonomie protéique. C'est un sujet qui est très lié. On parle beaucoup de l'autonomie protéique. Il y a plusieurs plans protéines qui ont été, avec plus ou moins de réussite et beaucoup plus d'échecs que de réussite, qui ont été décidés par les différentes politiques publiques depuis des années en France. Est-ce qu'on peut y arriver à être autonome dans notre production de protéines? Il faut que les conditions soient réunies. D'abord, la filière des oléoprotéagineux, elle est organisée. Vous avez la FOP, la Fédération des oléoprotéagineux. Vous avez des outils industriels qui ont été construits derrière, comme l'outil Avril, qui permet de valoriser en huile. Vous avez les huiles comme Le Sieur qui font partie de cet outil, donc qui valorisent en fait les productions françaises dans des marques françaises, donc qui permettent d'assurer une valorisation, un débouché aux agriculteurs. Bon, il y a des outils comme Terrinovia, qui est l'Institut technique. Bon, il y a des outils qui aujourd'hui existent sur le territoire pour essayer de structurer et d'arriver à cette autonomie protéique. Il y a plusieurs problématiques. Moi, j'ai produit du soja pendant longtemps. J'ai produit des pois. Là, je suis en train de voir la possibilité d'arrêter la production de pois. Pourquoi ? C'est une bonne tête d'assolement. En termes agronomiques, si on raisonne la rotation sur plusieurs années,
c'est quelque chose qui apporte des choses hyper intéressantes, hyper riches sur le plan économique. En revanche, il y a plusieurs problématiques. Il y a le coût de la production. Il y a les problématiques aujourd'hui de sélection, de recherche variétale qui n'ont pas avancé depuis des décennies. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des outils variétaux, des outils de recherche sur lesquels c'est difficile d'avoir des outils à disposition qui soient efficaces. On a la problématique de rendement. C'est-à-dire que sur les pois, sur les fèves-rolls, sur le soja, on a, même si on ne le sait pas beaucoup, mais des besoins en eau qui sont extrêmement forts. Sur le soja, j'ai fait des sojas irrigués en multiplication de semences pendant des années. Et au bout de la 3e année, où en fait j'ai fait 7 quintaux, ce qui est un bouillon. Chez nous, on appelle ça prendre un bouillon quand on fait 7 quintaux en soja, malgré l'irrigation, parce que la fleur a grillé et que vous n'arrivez plus à tenir vos sojas, et ben vous vous retrouvez juste avec une culture qui est tellement pas rentable que vous ne pouvez pas la faire. Et puis, on a des problèmes aussi de concurrence. C'est-à-dire que pour qu'il y ait l'autonomie protéique, il faut qu'il y ait une valorisation économique de l'agriculteur derrière, parce que juste le fait de se dire agronomiquement c'est bien, on le raisonne à l'échelle d'une rotation, ça ne suffit pas. Mais on a aussi une compétition qui est au sein de l'Union européenne et surtout en dehors de l'Union européenne qui est assez féroce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le principal producteur de protéines hors Union européenne, c'est le Brésil. Alors, sur des sojas, ils ont des sojas avec 30-40 gousses par pied. Ils font 2 récoltes par an. Et c'est là qu'on rejoint la problématique des OGM, qui ne sont pas autorisés chez nous à la production. Et là-bas, ils sont des OGM. Ils peuvent faire plusieurs récoltes par an parce que le climat se prête énormément à faire du soja. Ils peuvent les désherber avec des produits dont l'atrazine, qui sont interdits chez nous depuis 25-30 ans à peu près, et ils bénéficient, et c'est ça aussi toute l'hypocrisie, tous les paradoxes qui mettent à mal en fait la santé de nos filières, c'est qu'ils bénéficient d'accords commerciaux bilatéraux avec l'Union européenne, qui fait qu'ils peuvent rentrer des contingents chez nous et alimenter nos industries et notre marché intérieur européen. Donc, c'est extrêmement délicat parce qu'on est sur des problématiques économiques de coûts de production et de coûts de commercialisation sur lesquels on n'est absolument pas compétitif. Et tant qu'on nous donne ces injonctions de produire de manière toujours plus durable, plus propre, qui sont tout à fait logiques, c'est pas le problème, c'est pas d'avoir ces injonctions-là, nous, sur notre production française, mais on fait rentrer à côté de ça des contingents, ce sont des centaines de milliers de tonnes qui ne sont pas produites dans les mêmes conditions. Donc là, on a par exemple les accords avec le Mercosur qui s'appliquent. On a un accord UE-Chili qui a été signé récemment avec une application immédiate du plan de la partie commerciale de l'accord sans attendre la ratification à l'unanimité des États membres, ce qui va créer un précédent juridique. C'est en train de négocier avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, c'est tout le paradoxe qu'on a, où on a des politiques publiques qui nous invitent à plus d'autonomie protéique, qui nous invitent à produire avec des intrants de plus en plus raisonnés. Mais à côté de ça, on a de la réalité économique derrière qui fait qu'on a du mal à valoriser et à produire dans des conditions qui sont faires, justes. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu dense mes réponses, mais je ne sais pas si ça répond à vos questions. Merci. Je crois qu'il y a Sophie en complément qui ajoutait une réponse sur la partie OGM. Oui, mais c'était sur la question pure OGM, parce que la question était, je peux la lire, oui, argument des acteurs OGM glisse de la résistance aux pesticides vers la résistance au changement climatique, notamment sécheresse, OGM pour le manque d'eau efficace, où en est-on aujourd'hui? Je mettais juste la réponse au stress hydrique, en fait, elle va dépendre également du type de stress qu'elle rencontre. Et donc, au niveau génétique, donc en fait, on peut avoir un stress et il ne va pas être le même tous les ans. Donc, on peut avoir un stress long et intense, un stress court intense, un stress faible, long et faible, intense, en fonction des différentes phases. Et du coup, la réponse de la plante ne va pas forcément être la même. C'est-à-dire qu'il y a des plantes qui vont avoir fermé leur stomate assez vite, d'autres qui vont moins fermer. Et en fait, celle qui va fermer son stomate assez vite, elle va avoir raison 5 fois sur 10, et celle qui ne va pas les fermer, elle va avoir raison 5 fois sur 10. Donc, en fait, le problème, c'est ça, c'est que la réponse, à trouver une réponse génétique à différents stress qui vont qui ont des solutions où il y a des solutions qui sont écophysiologiques, qui sont différentes en fonction du stress, en fait, c'est pratiquement mission impossible. Donc, pour moi, la question des OGM de résistants au stress hydrique, franchement, ça n'existe pas.
Peut-être que Sophie, tu pourras revenir sur les NBT, notamment la partie qu'on connaît sous la partie ciseaux moléculaires, enfin ces nouvelles techniques qui peuvent peut-être être une réponse. Je ne sais pas si tu voudras creuser. Ouais, je ne suis pas du tout spécialiste sur cette question-là, mais je pourrais te renvoyer après, mais je ne suis pas du tout spécialiste sur ça, moi. Au-delà des OGM, bon, les OGM, c'est voilà, j'ai l'impression d'être un peu un dinosaure quand je parle des OGM. Maintenant, ce qui peut vraiment, ce sur quoi on travaille et ce sur quoi les instituts techniques travaillent au niveau de la recherche, ce sont sur les nouvelles techniques de sélection. Donc, un peu comme sur la base du vaccin à destination de des traitements humains, on a travaillé sur les ciseaux moléculaires. Il y a des nouvelles techniques d'édition du génome et de sélection des plantes qui peuvent être beaucoup plus pertinentes que les OGM pour apporter des réponses extrêmement concrètes et extrêmement rapides à ces problématiques. Mais voilà, Sophie, si techniquement tu veux en dire plus ou envoyer, après moi je ne suis pas chercheuse, mais voilà, ce sont des pistes qui, voilà. J'ai une question qui est très intéressante sur la gestion de l'eau. Est-ce qu'elle signe la fin de la monoculture intensive? Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il y a de la monoculture intensive, mais certainement pas chez nous en France. Alors, il y a des zones où on fait, par exemple, des maïs. Alors, je reprends le maïs, l'exemple du maïs sur maïs. Il y a des zones où des terroirs sont très, très propices, par exemple, à la culture d'une céréale. Vous avez l'Alsace, vous avez certaines parties du sud-ouest. On a donc la gestion de l'eau qui est particulièrement pertinente et très importante et très suivie sur la production de maïs, que ce soit en pop-corn, en semences ou autre. Et quand on fait des maïs sur maïs, donc ce qu'on appelle des monocultures, il y a souvent dedans un schéma où on met des couverts, ce qui est 80-90% du temps, il y a des couverts hivernaux. Et on se rend compte que quand le terroir est adapté, quand le pilotage de l'eau est très bien fait sur des maïs sur maïs, on a des comptages de biodiversité qui sont extrêmement satisfaisants, une baisse des IFT, donc une baisse de l'application des phytos qui est très significative aussi. Donc, comment dire, il ne faut pas raisonner en fait de dire une monoculture c'est mal, un maïs sur maïs c'est mal, ou ça c'est bien. Même si de manière globale, on encourage la diversité. Et moi, la première sur mon exploitation, j'ai diversifié les assolements, je fais des rotations, etc. Il y a parfois des problématiques de terroir sur certains territoires qui sont très spécifiques et où s'il y a des rotations qui ne sont pas appliquées, mais avec une gestion via des couverts, ça peut être aussi très efficace en termes de gestion de l'eau, en termes de baisse d'application des intrants, etc. Il faut raisonner de manière aussi sur le carbone ou sur des maïs sur maïs, on a des taux de captation du carbone, du CO2 qui sont assez hallucinants parce que on a l'effet d'une mini-forêt, si vous voulez. Enfin, Sylvie Brunel, qui est géographe, que peut-être vous avez dû appréhender dans vos programmes, a étudié ça et l'a bien retranscrit. Il y a des chercheurs aussi qui l'ont bien retranscrit. Il y a des maïs sur maïs qui fonctionnent comme une mini-forêt et qui amènent à développer l'humidité du milieu. Moi, j'avais une question pour Sophie qui permettrait un peu de parler aussi de son métier, notamment au sein d'Arvalis. On a vu passer une slide sur la consommation d'eau qui doit être plus ou moins modérée pour obtenir des rendements stables. Et on a une question qui dit dans les études d'irrigation, donc ici qui mettait en valeur la qualité sur les rendements, est-il pris en compte les intrants, pesticides, fongicides qui maintiennent également les rendements? Et d'une manière plus large, du coup, dans quelle mesure est-ce que tu travailles avec les collègues d'Arvalis qui, eux, sont des ingénieurs plus spécialisés sur les sujets de protection des cultures et de santé des plantes? Alors, merci pour la question. Du coup, j'étais en train d'écrire en même temps. Alors, oui, alors là, sur l'exemple, c'était juste pour montrer sur la dose d'irrigation, mais en effet, on adapte, enfin déjà, on adapte nos itinéraires techniques s'il y a ou pas de l'irrigation. Donc, c'est ce que disait aussi Céline sur le fonctionnement global du système qui n'est pas juste le prisme de l'eau. Et quand on travaille sur des questions économiques, donc notamment mes collègues, bien évidemment, on prend en compte les questions d'évolution des intrants, du coût des intrants et du fonctionnement global. Et ensuite, sur comment on travaille. Donc, oui, voilà, Arnaud, t'expliquer un peu comment on fonctionne
fonctionner. Donc moi, je suis responsable donc, sur les questions de gestion de l'eau, mais j'ai des collègues qui sont spécialistes de la protection intégrée des cultures, j'ai des collègues qui sont spécialistes de la fertilisation, des collègues qui sont spécialistes de tous les sujets autour de l'itinéraire technique et j'ai des collègues qui sont spécialistes des questions d'évaluation justement en multi-indicateurs à l'échelle du système d'exploitation. Et donc, bien évidemment, on travaille en collaboration tous ensemble pour réussir à travailler on n'est pas forcément en silo, enfin, on n'est pas juste sur notre sujet en disant, ben voilà, moi j'ai la solution et l'irrigation va permettre ça. Donc, quand on travaille sur l'irrigation, bien évidemment qu'on travaille aussi sur l'ensemble de l'itinéraire technique adapté derrière. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais… Il y a une question sur le fait que dans les changements globaux, il faut aussi ajouter la partie modèle économique. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que là, on parle agronomie, on parle levier technique, mais on est sur des territoires et parmi la biodiversité, il y a aussi les hommes et les femmes et les agriculteurs et les agricultrices que nous sommes. Et l'agriculture, elle ne se fait pas avec des robots, elle ne se fait pas dans un pays qui s'appelle la théorie, elle se fait avec la terre qu'on a à disposition, qu'on essaye d'améliorer parce que c'est notre outil de travail et c'est ce qu'on souhaite transmettre aux générations qui viendront, ce qu'on a reçu aussi des générations antérieures. Donc, il y a une dimension… Nous, les agriculteurs, on a en général une dimension très affective, un attachement, quelque chose de très affectif qui nous relie en fait à la terre. Et le fait de pouvoir cultiver, de pouvoir transmettre, aux générations qui viendront, ce sont des préoccupations fondamentales pour nous. Mais il y a aussi cet aspect économique, cet aspect agronomique. Et en fait, dans la partie changement global de l'agriculture, si on oublie que sur les territoires, il y a des hommes et des femmes qui font partie de l'écosystème, qui sont moteurs de l'écosystème, et qu'ils doivent aussi pouvoir vivre de leur production et avoir des outils derrière qui permettent de valoriser ces productions. Effectivement, la partie rentabilité économique est hyper importante, parce que la problématique sociale du revenu chez les agriculteurs est cruciale. Et c'est vraiment quelque chose qui mine un peu le monde agricole aujourd'hui, c'est la confiance, la thématique de la confiance qu'on peut avoir ou la défiance que quelquefois on reçoit beaucoup au niveau des attentes sociétales. Mais voilà, toute la problématique de la pénibilité, la problématique de l'isolement, la problématique du suicide, où c'est la profession qui a le plus fort taux de suicide. Quand on a les dernières études MSA qui montrent qu'un tiers des agriculteurs vit avec un revenu inférieur au RSA, etc., etc., ce sont des chiffres un peu chocs, mais qui montrent bien que cette problématique agronomique, la problématique de production, la problématique de système, de filière, etc., il y a tout un équilibre en fait qui est effectivement… il y a des paramètres, on ne peut pas raisonner en silo, et la partie économique et viabilité économique doit être absolument effectivement reliée à toutes les autres thématiques. Il y a une question de la part de Nolwenn qui nous demande comment travaillez-vous avec les agriculteurs, formation régulière, courrier, comment se diffuse la connaissance émanant de vos recherches? Je vais répondre très rapidement en reprenant ma casquette de communicant. Donc déjà, on travaille avec les agriculteurs, par exemple, en participant à des webinaires devant les étudiants de prépa, comme aujourd'hui. Donc, on est ravis de le faire avec Céline. Sinon, il y a un éventail de supports de communication qui est vraiment très large. Donc, en effet, il y a de la formation qui est proposée par Arvalis, mais il y a aussi des newsletters, il y a… différents supports. Et on est évidemment présent sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont plus locaux pour s'adresser à des communautés sur un territoire. On a aussi un magazine qui s'appelle Perspective agricole. Il y a des colloques qui sont organisés régulièrement, des colloques filières. Il y a des journées qui s'adressent à des agriculteurs pour parler de sujets d'innovation. Voilà, donc c'est de l'événementiel. C'est du marketing, c'est de la communication sur les réseaux sociaux. On est à proximité évidemment de la presse professionnelle qui est très très développée en France, notamment à l'échelle départementale. Voilà, je pense que j'ai quand même fait globalement le tour. Il faut quand même savoir aussi qu'on s'adresse directement aux agriculteurs, ça c'est évident. On s'adresse aussi à leur entourage. Les agriculteurs sont accompagnés par des techniciens et par des conseillers agricoles, des conseillers agricoles, oui. Et donc voilà, c'est en multipliant comme ça les cibles, les publics cibles, en priorité évidemment les agriculteurs, et en multipliant les supports de communication qu'on arrive à en toucher une grande part. On réalise d'ailleurs des études et on constate que les agriculteurs en grande culture sont très majoritairement connaissent Arvalis.
mais on continue et voilà, c'est vraiment un travail au quotidien qui se fait aussi main dans la main avec les agriculteurs et notamment les agriculteurs qui sont au conseil d'administration d'Arvalis, dont la présidente est une agricultrice. Voilà pour le côté com. Il y a une question, je la pose en direct. La grande distribution joue depuis des années une guerre des prix très féroce. Quel nouveau modèle de distribution pourrait être créé? Ça, c'est la question à 1 million d'euros, voire à 10 millions d'euros. Parce que si on avait la réponse… Non, c'est… je sais même pas par où commencer, mais j'ai pas la réponse, mais je vais essayer d'apporter des éléments voilà, de ce qu'on peut voir. C'est vrai que les agriculteurs, depuis plusieurs décennies, essaient de s'investir aussi dans leur commercialisation parce qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent récupérer des marges en maîtrisant un petit peu plus l'aval de leur production. Donc ça, on voit de plus en plus d'agriculteurs qui font de la vente à la ferme, qui font des marchés, qui s'organisent en réseau, avec différents réseaux, que ce soit chambre d'agriculture, enfin autre, peu importe, c'est pas dans une démarche syndicale, donc qui essaient de se rapprocher du consommateur. Mais globalement, on a quand même une très grande majorité de la consommation en France qui se fait via la grande distribution, et c'est vrai que la guerre des prix est féroce et que chaque année, on a des négociations commerciales qui se font avec la première transformation, donc avec les coopératives, avec les marques, avec etc. Et que dans une logique où on a des personnes comme Michel-Édouard Leclerc, comme les Carrefour et autres qui affichent certaines responsabilités sociétales, mais avant tout qui se veulent protecteurs du pouvoir d'achat des Français, dans un contexte de crise, dans un contexte Covid, dans un contexte inflationniste, c'est extrêmement difficile de faire passer les hausses. Même s'il y a eu, on a essayé de beaucoup travailler sur les lois, il y a eu la loi Egalim 1, la loi Egalim 2, pour essayer d'arriver à une meilleure répartition de la valeur et surtout construire le prix en marche avant. Parce que quand on est agriculteur, sur le système majoritaire de consommation comme il existe aujourd'hui, on est quand même le seul métier, je pense, au monde où on vend quelque chose, mais ce n'est pas nous qui définissons le prix. Je pense que c'est les seuls au monde d'agriculteurs où on vend quelque chose et ce n'est pas la personne qui vend qui décide à combien elle vend, en fait. C'est la personne qui achète. Et ça, c'est quand même sacrément difficile à entendre. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites pour essayer de construire le prix en marche avant par rapport au coût de production, mais ce sont des choses qui sont encore très, très fragiles parce qu'il y a ce qui est écrit dans les lois, ce qui est écrit dans les réglementations, il y a voilà, ce qui est officiel et puis après ce qui se passe où on a beaucoup du mal au niveau de nos produits agricoles de faire passer les hausses au niveau de la grande distribution. Donc, des nouveaux modèles, il y a voilà, à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui continuent de se faire où en fait la profession se rend compte que il faut essayer de remettre la main sur les modes de distribution, reste que la majorité des Français arrivent au supermarché, essaient de trouver, à une réalité économique. Il y a des études qui ont été faites Kantar cette année, en 2022, qui montrent qu'il y a quand même quasiment 40% des ménages qui n'arrivent pas à finir le mois et qui vont rogner sur la consommation alimentaire. Donc, on est sur une réalité économique où, en France, ce n'est pas simple. On a une augmentation exponentielle du recours à l'aide alimentaire, Restos du Cœur et autres. Donc, voilà, on est sur un modèle où ce n'est pas simple d'inventer des nouveaux modes de distribution et de pouvoir recréer des circuits équilibrés pour tous. Merci Céline. On avait commencé à 12h03, donc on va finir à 13h03, 1 heure comme prévu. Et ta conclusion montre bien que les problématiques des agriculteurs, elles touchent l'ensemble des citoyens et des consommateurs que nous sommes tous les unes et les autres. Oui. Je suis en train de voir une question, je suis désolée, je ne peux pas passer à côté, ce n'est pas possible. D'accord. On me dit, est-ce que dans ce contexte, l'irrigation n'est pas une impasse? L'irrigation, ce n'est pas seulement en fait une augmentation de rendement qui est sur le côté quanti. C'est aussi quelque chose qui est sur le côté quali. Parce qu'avec l'irrigation, on peut avoir accès à des cultures, à des contrats. C'est ça qui est très important, c'est qu'il y a des cultures qu'on ne peut pas faire si elles ne sont pas irriguées. Par exemple, des contrats, si moi je veux faire un colza semences ou certaines cultures, si je n'ai pas l'irrigation, je n'aurai jamais de contrat. Et à la fois, le fait de pouvoir avoir l'irrigation, ça permet d'avoir accès à la production de nouvelles cultures, donc ça permet de diversifier les assolements, ça permet derrière de contractualiser, et ce qui fait qu'on est assuré que notre production va être valorisée et va être payée à un prix qui est défini à l'avance et qui va un petit peu nous sortir l'angoisse de la volatilité des cours de marché. Donc, l'irrigation, ce n'est pas seulement une sécurisation des rendements à certaines périodes où la plante a vraiment besoin d'eau, mais c'est aussi un atout extrêmement
crucial pour la diversité des assolements, pour l'amélioration agronomique de l'exploitation en général et pour sécuriser des filières de qualité, des filières de niche. Je prends les semences, le popcorn, mais pas que, il y en a plein d'autres qui vont permettre d'avoir de se positionner sur des marchés et de ne pas avoir un recours systématique aux importations hors Union européenne pour des cultures de niche. Et si je peux juste faire de ce qu'on en fait, toutes les cultures ont besoin d'eau. Et ces dernières années, notamment, enfin voilà, quand on présente, on voit de plus en plus d'irrigation qu'on appelle d'appoint sur le blé, parce que aujourd'hui, il n'y a pas que les cultures d'été qui ont besoin d'eau, il n'y a pas que le maïs qui a besoin d'eau, et donc toutes les cultures poussent avec de l'eau. Et le changement climatique le dérèglement climatique va dérégler absolument tout pour toutes les cultures. Voilà. Merci pour votre attention. Un grand merci à Sophie, Arnaud et Céline pour ce webinaire, merci à vous, les étudiants et les enseignants aussi, pour toutes vos questions et d'avoir participé à ces 3 webinaires sur l'agriculture et les changements globaux. On espère que ça vous a plu et que ça vous sera utile. Si vous avez des questions à poser aux différents intervenants qu'on a vus pendant ces 3 webinaires, vous pouvez nous les envoyer à contact@acta.asso.fr. On se chargera de leur transmettre et de vous répondre dans les délais les plus brefs. Comme je le disais au début, on va vous mettre à disposition le replay de ce webinaire. On vous l'enverra par email avec un questionnaire de satisfaction si jamais vous avez quelques minutes pour nous aider à faire le bilan de ces 3 webinaires. Et ce sera disponible aussi sur notre site internet ACTA. Voilà. Encore merci à tous les 3. Merci. Merci. Merci à vous. Merci pour les questions qui étaient très chouettes. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.